Merci à vous d'être venu pour cette presse, la dernière de la journée. J'espère que vous avez passé une aussi belle journée que moi à ce Jug Summer Camp. Pour cette session, je vais vous parler de stream processing, de traitement de données en temps réel et d'application de streaming. Pourquoi ? Parce que mon truc à moi, justement, c'est tout ce qui va être application de traitement de données, que ce soit à large volume ou petite latence. Ça va être tout ce qui est nouvelle techno de traitement de données. Je suis par exemple l'organisateur d'une conférence qui s'appelle le DataX Day et qui a lieu à Paris et dont le but est par exemple de rassembler du contenu autour de la data science et qui se tient sur Paris. En plus de ça, quand j'ai le temps, j'ai aussi un vrai métier où je suis Scala développeur à Xebia France et justement c'est dans ce cadre-là où moi je vais être data engineer. Je suis en face d'autres personnes qui font des applis de toutes sortes, ça va du mobile jusqu'au projet de data science, mais moi mon truc c'est le data engineering. Et donc du coup, de ce fait, la plupart du temps, mon job, ça consiste à réaliser des batchs quotidiens sur de très larges volumes de données et des datasets sur des data lakes avec des environnements de type Spark, Hadoop. Et plus récemment, en fait, j'ai commencé à bosser pour mes clients sur finalement tout ce qui va être Kafka et Kafka Streams. Et il y a une idée en fait avec ces technos, c'est que quand on s'y met et que quand on commence à aborder les idées avec lesquelles elles viennent, on ne revient pas en arrière. Tout simplement, j'ai commencé à aimer ces domaines et à commencer à bloguer dessus, à partager avec mes collègues, à leur montrer finalement les petites choses que j'avais appris et les problèmes que j'avais rencontrés. Et dans cette session, j'étends ce partage avec vous, et je vais vous présenter une des premières coquilles, finalement, une des premières bêtises que moi j'ai pu faire avec ces applications qui sont censées traiter des données en temps réel et à très faible latence. Le problème que je vais aborder aujourd'hui, il porte le joli nom de Poison Pills Issue. Il s'agit le problème de la pilule empoisonnée. Une définition, c'est toujours un bon point pour démarrer, donc définition. L'idée, c'est qu'on va appeler Poison Pill un record et un message dans votre flux de données, un message qui ne peut pas être pris en compte par votre application, qui ne peut pas être désérialisé par l'application, un message incorrect. L'idée, c'est que quand elle va recevoir ce genre de message, elle va crasher et dans le pire des cas, avoir besoin de recovery manuel. Vous auriez besoin de la remonter à la main, ce qui n'est pas acceptable pour ce genre d'appli qui sont censés en fait finalement ne pas avoir de retard. Le downtime est fatal pour finalement une appli de stream processing. Et dans cette presse, j'essaie de montrer 4 petites techniques toutes simples qui sont disponibles dans la librairie Kafka Streams que je vais profiter pour présenter. Ce n'est pas un talk théorique. Je vais taper des trucs et je vais lancer des applications. Et pour ce faire, je vais présenter un petit use case. Ensemble, on va se dire qu'on est dans une boîte de food tech. On a des restaurants partout en France, autant à Paris qu'à La Rochelle. Et à chaque fois que quelqu'un va passer une commande de nourriture, nous, on va recevoir un événement, un petit message qu'on va vouloir traiter. Et on va tous vouloir les traiter de manière continue. Avec une application Kafka Streams. Ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais générer les données et je vais, de manière aléatoire, introduire des données corrompues, nos fameuses pilules empoisonnées. En faisant ça, moi, ce que j'espère, c'est pouvoir finalement donner du sens à ce que veut dire un message corrompu, montrer comment l'application se comporte dans ces cas-là et ce qu'on peut faire. Maintenant, vous avez le petit use case. Chaque partie viendra avec un exercice qui part de petit déjeuner jusqu'à dîner. Mais avant qu'on code quoi que ce soit, normalement, vous devriez vous demander pourquoi des données corrompues, pourquoi des poison pills et pourquoi mon application serait sujette à ce genre de problème. La question que je vais vous poser, c'est moi, quand je travaille avec ma base de données favorite, je n'ai aucun problème de désérialisation a priori. La manière dont je pose le problème, c'est que c'est vraiment la part de responsabilité qu'ont les brokers Kafka. L'idée, c'est que je vais utiliser Kafka parce qu'il a finalement un DPI qui est très fort et qui me permet de faire finalement des applications de stream processing. Mais derrière, il y a une raison à ce débit important. Kafka va déléguer pas mal de choses, comme tout ce qui va être compression, sérialisation. Et les brokers, l'endroit où vous stockez la donnée elle-même, n'a pas de vérification de schéma, check de type, vérification de contraintes ou de structures quelconques. Et c'est ça qu'on aime en fait. C'est ça qu'on veut avec Kafka. Parce que c'est une des nombreuses choses qui vont nous permettre finalement d'être hautement scalable tout en gardant finalement le trade-off que Kafka permet d'offrir de
basse latence, fort débit. Du coup, Kafka, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va prendre les messages qu'on lui envoie, les ajouter directement à un fichier appelé segment. La plupart du temps, il ne fait que ça. Il ne revient surtout pas en arrière sur les étapes qui sont réalisées, compression et sérialisation, et c'est au consommateur, en bout de chaîne, qui tire les données de son côté, à choisir le bon algo de décompression, le bon algo de désérialisation. Ce qu'on comprend, c'est que s'il y a un problème pendant notre application de stream processing lié à la désérialisation, le broker, la partie core, là où on héberge les données, ce n'est pas l'endroit où il faudra gratter. La responsabilité est directement sur le producteur, et on va voir dans quel cas, en fait, un producteur corrompu pourrait nous apporter des ennuis. Premier exercice. J'ai parlé à log and crash. Donc du coup, le but de cette partie, ça va être de ne rien faire en fait. On prend une application basique, telle que les docs Kafka Streams et autres docs d'applications de stream processing vous diront de la faire. On ne porte pas une attention spéciale aux poison pills et on regarde ce qui se passe lorsqu'on lance l'appli. Je vous ai parlé du use case, maintenant je mets une histoire entière derrière. Suivez-moi. Dans notre boîte, en fait, notre fameuse entreprise, les événements de commandes de nourriture sont en fait déjà traités par un très vieux mainframe, un système legacy qui prend des bytes bruts via des Enterprise Message Queue, des classiques ESB. Et il reçoit les messages et il a un tas de, finalement, scripts COBOL qui lui permet de décoder tout ça en une information textuelle qui représente un repas que tout le monde peut comprendre. Le protocole pour encoder les bytes, il est très vieux, il est fait maison. Plus personne ne s'en souvient vraiment, plus personne ne le comprend vraiment entièrement. De ce fait, le mainframe, c'est le seul endroit où les bytes sont gérés, et moi je trouve ça un petit peu injuste. Chaque équipe de dev devrait pouvoir bénéficier de ce flux et construire de super applications dessus. Du coup, moi, ma proposition, c'est que on peut mettre en place des services comme Kafka Connect qui vont me permettre de forker en fait, le flux et l'envoyer dans un topic à disposition où toutes les équipes de dev de notre boîte pourraient poler des messages, puisque Kafka est multiconsommateur. Mais il va aussi me falloir les décoder à la volée, parce que les autres dans la boîte, comme je disais, ne comprennent pas cet encoding assez étrange. Donc, en face, je vais mettre une application Kafka Streams, dont le but sera de décoder les messages au fur et à mesure, et de refournir un flux des éléments décodés. Sauf que je sais moi-même pas comprendre les bytes. Du coup, je vais demander de l'aide à une équipe externe, ce qu'on va appeler une tooling team, des gens qui développent des outils pour toute la boîte. Ils développent des librairies, en fait. Ils ressemblent un petit peu à ça, globalement. Et ces mecs-là sont assez courageux pour aller fouiller dans les scripts COBOL et les traduire dans n'importe quel super langage à la mode qu'on utilise dans la boîte. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut faire confiance 100% à leur compréhension de la donnée qui circule dans les tuyaux, le flux, la manière dont il est encodé. Observons ce qu'on a quand on regarde leur librairie. On l'importe dans notre projet. Et la première chose qu'on a, c'est une interface, une grande interface food order, donc commande de nourriture, qui n'a rien dedans. C'est une interface, elle est abstraite. Et tous les événements vont étendre food order. On commence slow, on ne sait pas encore ce qu'on va décoder, donc on commence petit, on va juste décoder les petits déjeuners. Et il nous livre une structure avec un fruit, un liquide, si la personne a pris du café ou du thé, et une collection de pâtisseries. On a dit que les restaurants sont en France, a priori, il devrait y avoir une séquence de croissants à la fin de la frame de bytes. Ça est en food order, et pour pouvoir aller de l'un vers l'autre, j'ai un codec. La tooling team, elle sait en plus que je bosse avec Kafka Streams, donc elle va directement étendre les CRD dont moi j'aurais besoin pour interagir avec ma librairie. Tout ça, c'est disponible dans Kafka Common Serialisation. Je mettrai des petits liens avec cette petite icône si vous récupérez les slides. OK. Mais donc, du coup, à partir de ça, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer à développer une app. Donc, en fait, je vais m'y mettre et on va ensemble développer l'application. Je vais d'abord lancer ça. Très bien. Alors, on y est. On est dans l'entry point. Je vais tout faire en Scala. Si vous n'êtes pas des experts Scala, vous inquiétez surtout pas. Ça va être du Scala vraiment très simple. Et le code, aujourd'hui, ne m'intéresse pas. C'est les concepts qui vont m'intéresser. Donc, entry point, main, c'est là où je vais développer toute mon application. Et la première chose dont j'ai besoin, en fait, c'est de configurer l'app.
je vais configurer l'app et je vais en fait lui passer une map toute bête avec clé valeur ou contacter Kafka, host et port, et je vais passer bien tout simplement un ID à notre application. Ça, ce sera très bien. Enfin, deuxième chose, on passe directement à la partie intéressante. Partie sérialisation. Configuration de tout ce qui est sérialisation. Vous vous souvenez, j'ai dit qu'on recevait des bytes dans un étrange protocole, mais c'est pas ce que moi je veux rendre en sortie. Ce que je veux rendre en sortie, il a un schéma, il a des champs nommés, et surtout, il a des types concrets, peut-être même de la documentation. Pour ce faire aujourd'hui, l'outil qui est mis en avant avec Kafka, c'est d'utiliser un schéma registry. Pour utiliser ce schéma registry, je vais devoir utiliser une instance de générique AvroCRD. Donc c'est ce sérialiseur-là qui ira faire le check de schéma à ma place avant de publier. Du coup, gestion de contraintes que je n'avais pas dans Kafka est déléguée à la partie cliente, est déléguée à mon application. Donc du coup, je m'instancie un générique Avro. Je n'oublie pas de le configurer en indiquant que le schéma registry est disponible à cette URL. Ici, l'argument isKey, pour rappel, les messages en Kafka sont clés-valeurs. Je ne me concentre que sur les valeurs, puisque dans le cadre de la démo, pour les clés, c'est pareil. Donc on va désérialiser que les valeurs. À ce niveau, je suis capable d'indiquer que tous mes messages seront consommés avec un food order CRD. Cet objet, c'est l'objet de la tooling team. C'est lui que j'ai importé dans mon code. Et si quelque chose casse pendant la démo, ce sera probablement celui-là. Enfin, je peux indiquer que tous les messages seront produits avec mon tout nouveau Avro CRD. Donc là, j'ai la sérialisation, c'est cool. Assez de configuration, j'ai envie de dire. Il est temps de traiter de la donnée pour de vrai. Et pour ce faire, je vais créer un builder, une instance de stream builder qui nous vient de Kafka Streams, qui est un peu le point d'entrée de toutes les fonctionnalités Kafka Streams. Dessus, vous allez obtenir les abstractions KStream de la librairie. En appelant, par exemple stream sur mon builder, je me crée une collection abstraite, quelque chose d'abstrait, un KStream basé sur tous les messages que j'ai dans un topic. Et bien sûr, je le désérialiserai comme je vous l'ai indiqué avant. Vous vous souvenez, on a dit que je vais pas m'intéresser à tous les messages, juste au petit déjeuner. Du coup, la méthode branch, elle, va me permettre de splitter mon flux. J'ai un flux ici, dont le type est KStream de food order. Et moi, je veux splitter ce flux. Donc, du coup, je vais ajouter des prédicats qui vont se baser uniquement sur la valeur. Et si ma valeur est une instance de petit déjeuner, je vais l'orienter dans un premier flux. Autrement, peu importe clé et valeur, je vais l'envoyer dans un flux de fallback, on va se dire. Histoire de... Enfin, on ne va pas perdre de la donnée, je vais la garder dans un flux de fallback. Ce qui est intéressant avec ce cas-là, c'est que j'ai cette manière sympa de assigner un array. Et donc, du coup, j'ai un premier stream et un second. Maintenant que j'ai mes flux, il serait temps d'appliquer du processing dessus. Et vous pouvez réaliser, en fait, n'importe quel processing que vous pourriez imaginer, des filters, des transformations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin, je retransforme le tout en Avro et je l'envoie dans un topic Decode Breakfast, là où tout le monde pourra en profiter. Bien sûr, encore une fois, je le produis de manière correcte avec mon produce. Donc, cette petite étape, elle n'a pas appliqué des choses directement, elle a juste modifié une topologie de stream que je vais faire tourner en appelant build sur mon builder et en la passant à une instance de Kafka Streams. Une fois que j'ai cette instance, eh bien, je peux démarrer mon application. On arrive à la fin, j'ajoute un shutdown hook, au cas où il se passerait quelque chose, on ne sait jamais. Et ensuite, je starte mon application. Donc on est nickel, et là normalement, si j'ai rien oublié, je devrais pouvoir la lancer. Juste une dernière petite chose, je vais faire quelque chose que vous ne ferez pas dans vos applications a priori, c'est que je vais juste printer mon flux, histoire qu'on comprenne ce qui s'y passe. Ok, du coup on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le tout. Et je vais aussi donc vous présenter comment on va travailler ensemble. Alors,
En bas de cet écran, ce que j'ai lancé, c'est que j'ai lancé un set de conteneurs. C'est tout petit parce que ça n'intéresse que moi. C'est juste les process qui vont me permettre de faire tourner Kafka. J'ai lancé Kafka, Zookeeper, un schéma registry et d'autres outils. Ce qui va vous intéresser, c'est l'écran du haut, dans lequel en fait je vais consommer le flux d'entrée. Vous vous souvenez, ces bytes qui vont vers le mainframe. Et pour qu'on bosse ensemble, j'ai aussi développé une petite app qui va me permettre de générer du coup mes trames. Bon, un data engineer qui fait du front-end, hein, restez gentil avec moi. Et vous voyez, si a priori je clique ici, j'ai des trames ici. Bon, pour l'instant totalement incompréhensible. Hein. Voilà. C'est des bytes que j'ai reconvertis en hexa pour que ce soit plus visible. Hein. Dans le terminal, on n'aurait pas vu grand-chose. Mais vous voyez les messages qui arrivent. Si on se remet du côté de mon application qui devrait tourner, eh ben on a plutôt ça. En zoomant un peu, on a un message qui est arrivé avec un fruit commandé et notre fameuse collection de pâtisseries. Et là, typiquement, il y en a qui n'aiment pas les croissants là, parmi nos consommateurs. C'est cool, ça marche. Ce que je peux faire, c'est relancer mon flux. Je me remets sur mon générateur. Il est où? Il est là. Je relance mon flux et je regarde mon appli. Elle est là. Et elle processe de manière continue. Tout va bien jusqu'à ce que elle sorte. Et elle crache assez violemment. Vous voyez mon message de shutdown hook. Et ben, a priori, tous les messages ont été consommés jusqu'à un certain point. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe côté slide pour regarder la stack trace en question. Ok, j'ai un message qui me dit exception rencontrée. Problème de désérialisation sur mon input food order topic. Alors ça, je reconnais, c'est mon flux d'entrée. On est un peu feignant et on va passer directement à la cause. Et là, on voit un message nous disant impossible de créer un repas pour cause d'éléments insuffisants. Erreur totalement incompréhensible de ma part. Il va falloir que j'aille demander à la tooling team en fait ce qui se passe. Pourquoi leur désérialiseur a un problème? J'ai beau vérifier, toutes les lignes ici ne passent pas dans mon code. Il n'y a aucun endroit où je puisse mettre un try-catch. Cette erreur, elle est interne et elle est en fait fatale. Je pourrais essayer de relancer. On se disait dans le doute reboot. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de relancer mon appli. Je vais essayer de relancer l'appli pour voir si, peut-être, coup de bol, pas de coup de bol. Je vais peut-être devoir travailler réellement sur le problème et essayer d'analyser. Du coup, je vais chercher à gauche, à droite. Je vais essayer de demander à des gens qui connaissent mieux les données, qui connaissent mieux les specs. Et je vais arriver sur deux frames. Une première qui... j'ai réussi à reconstituer une première qui fonctionne avec mon appli, déployée ailleurs, et une seconde qui l'a fait planter. Je continue de les comparer à de la doc, et je remarque un truc sympa. Visiblement, on a bien plus d'événements que ce que je pensais. Et on a aussi des restaurants en dehors, finalement, de la France. Les premiers étant en Angleterre. Nos consommateurs anglais, ils sont pas trop sur les croissants et autres pâtisseries. Vous vous souvenez, à la fin de ma frame. À la place, j'ai un nombre de bacon slice, de sausage, et je dois admettre, ça doit se réaliser différemment. Faut le concevoir, c'est sûr. J'ai la cause, mais je ne sais pas comment résoudre ce problème, et je continuerai à avoir des événements comme ça. Il me faut le prendre en compte. Mais après tout, si on y pense, là, mon problème, c'est juste de relancer mon appli. Je veux relancer mon appli, et je suis sur ma machine. Enfin, ça c'est mon laptop. Je pourrais très bien faire ce que je veux, et en particulier des choses sales. Je pourrais faire des choses comme essayer de manuellement aller chercher ce message corrompu pour le dépasser. Mon appli a committé en fait l'offset précédent. Elle s'est arrêtée au dernier message qu'elle a su traiter correctement. Je pourrais intervenir manuellement, essayer de tweaker finalement ça. Je pourrais resetter l'état de mon application. Il se trouve qu'en fait, je peux faire un reset complet pour un identifiant donné et commencer à la fin du flux. J'aurai des pertes de données. Tout ce qu'il y a entre le message corrompu et le dernier message, mais mon application tournera. Et le radical, je peux supprimer le topic. Je supprime toute la donnée. Plus de données, plus de messages corrompus, mon application elle retourne. Je suis passé par toutes ces steps. Mais aucune de ces steps n'est viable pour de la production. À la place, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est des petits mécanismes que la librairie offre dans le cadre, finalement, de votre application déployée.
On a dit que pour ce chapitre, on faisait aucune manip sur les poison pills. Donc, sans technique particulière, il va falloir que la team tooling revoie sa copie, que je remplisse un ticket, une issue, et qu'il corrige le deserializer, que je rapporte un fixe. Du coup, maintenant, fixe. Je reviens sur l'application, je me remets sur cette partie. Alors, c'est volontairement petit, parce que vous n'avez pas à comprendre le code, simplement c'est là où je range les implémentations buggy. Donc en supprimant cette ligne, en fait, tout ce que je dis, c'est que le code de la team tooling n'a plus de bugs et que j'ai réimporté un upgrade de leur application. Maintenant que j'ai retiré la ligne, moi ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le tout et essayer de vérifier, essayer de voir finalement si mon application, elle, fonctionne. Juste pour vous montrer, je n'avais pas coupé mon générateur. Mon application, elle a pris beaucoup de retard sur mon flux de consommation et beaucoup de lag. Elle aura beaucoup à rattraper. À son redémarrage, ça devrait être un petit peu intense a priori. Mais, à terme, on voit quand même que, eh bien, on arrive à traiter les éléments, ça va relativement vite. Et ici, ben on a de tout finalement. On a autant les commandes françaises qu'anglaises que je vous ai présentées, avec certaines personnes visiblement qui ont de la bière au petit déjeuner. Et les deux types de structures sont prises en compte. Donc l'équipe tooling a dû corriger en fait le deserializer. Et dans cette partie, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est l'aspect en fait interne de ce problème qui ne peut pas être géré par moi dans l'entry point que je vous ai montré. Dans la suite, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser les mécanismes justement que Kafka Streams offre. On va essayer tout simplement de sauter, de jumper par-dessus ces messages corrompus. Ça se passe bien, vous l'avez vu, je vous remontre. On a pas mal de succès, l'application elle fonctionne, elle continue de traiter des messages, c'est super. Du coup, il y a des gens qui aimeraient qu'on continue, qu'on ne s'arrête pas là et qu'on intègre une nouvelle structure, le lunch, avec un nom en chaîne de caractères, un prix en double, et toujours, il est temps toujours food order. On a un type, en fonction de si on est dans le cadre d'une entrée plat dessert, et un de ces types va en fait avoir une shape de byte frame complètement différente qu'on ne saura pas gérer. Maintenant, la question c'est intégrons le lunch. Je retourne sur IntelliJ, je retourne sur mon application. Et maintenant, on a fait beaucoup de boulot. Je vous remets en fait le tout en tête. On a un builder sur lequel on a un flux. On sépare les flux en plusieurs éléments et on les renvoie dans un topic. Maintenant, avec tout ça, ça va être super rapide d'ajouter un flux. Je rajoute un prédicat, donc je rajoute un test pour savoir si mon élément est en fait une instance de lunch. Si c'en est un, je le redirige vers un flux, un stream appelé lunches. Et ce que je vais faire, c'est que je vais traiter les lunchs et les envoyer dans un topic à part entière. Nickel. Maintenant, tout est OK et je devrais être en mesure de relancer mon application. Là, faut pas. En fait, le principe étant que maintenant, je vais passer à l'exercice 2 et je vais envoyer des lunchs. La journée avance et mes consommateurs ont autre chose. Et en fait, ça a été très rapide. J'ai déjà planté avec une erreur me disant une known currency dessert. Il y a peut-être un petit problème, effectivement. Je reviens sur mes slides. Et là, cette fois, je vais prendre le temps parce que je me suis rendu compte que je me suis un petit peu trop hâté tout à l'heure. Et en fait, la fin du message, elle m'indique quelque chose d'important. Elle m'indique que je peux setter un default deserializer exception handler. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un exception handler? Et je me penche de plus près et je me rends compte que l'endroit où tout ça est logué s'appelle aussi exception handler. L'idée, c'est que c'est un mécanisme au sein de Kafka Streams. Il y a des exception handlers. C'est un objet, le nom parle pour lui-même, qui a pour but de gérer les problèmes de sérialisation. Le problème, c'est que c'est abstrait. Il en existe deux en Kafka Streams. Celui par défaut qu'on utilise, qui s'appelle log and fail, et log and continue, qui va nous permettre en fait de skipper les problèmes de sérialisation.
Du coup, ce qu'on va essayer, c'est on va essayer le deuxième pour voir comment il marche et est-ce qu'on arrive finalement à avoir une application qui tourne et qui continue d'au moins me traiter les messages corrects. Quand on observe le désérialiseur, en fait, quand on regarde sa méthode, on voit vite un petit peu comment il fonctionne. Il a juste une fonction handle qui prend une exception. Donc il est rapide, on peut aller vérifier dans le code, mais il est rapide de s'imaginer qu'en fait, quelque part dans le code, il y a un grand try où arrive le process de désérialisation et que si ça fail, eh bien, cet objet prend la main avec cette méthode handle. À la fin, il renvoie un flag demandant à l'application de continuer ou de s'arrêter. Assez simple. Maintenant qu'on a une petite image en fait de comment ça fonctionne, la question c'est comment ça s'utilise. Où est-ce qu'on l'insère dans le code que je vous ai montré? On est reparti. Du coup, maintenant que je sais ça, je me mets dans mon application et en fait ça va se situer à la map de properties ici, que je vous avais présenté au début, où je vais pouvoir ajouter une streaming config avec le mot default serialization handler. Alors, par défaut, c'est ça qu'on utilise, un log and fail. Moi, ce que j'aimerais, c'est continuer à processer des données puisque je suis en train de perdre des messages. Et j'aimerais utiliser un log and continue. Très bien. Bien, on y est. On va voir si ça fonctionne. Et je vais essayer de me remettre sur mon appli. Et la relancer. Pendant que ça recompile, il y a juste un petit mot que j'aimerais vous dire encore sur les handlers. Ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est, pour une meilleure compréhension, le call stack, au moment finalement de ma désérialisation de message. Ici, du coup, vous avez la stack d'appel, avec une partie qui est un peu différente des autres, c'est celle qui est au milieu, au centre en fait. Alors que avant et après, vous avez classiquement votre application qui check de nouveaux messages et qui vérifie s'il aurait des offsets à committer, s'il a réalisé une avancée, une progression. Au centre, au milieu, en fait, vous avez la réception d'un message corrompu, la réception d'une poison pills. Et du coup, votre application essaie de la gérer. Avec le prochain graphe, on fait un zoom sur cette partie. Donc, tout à gauche, par ici. Ce que vous avez, en fait, c'est en rouge, vous avez une stream thread qui tourne en continu. Ce n'est pas votre thread. Si quelque chose pète dans cette thread, vous ne pourrez pas le catcher. Son boulot, c'est d'avoir plusieurs tasks, et ces tasks ont pour, parmi nombreux jobs, de remplir des queues, donc des data structures FIFO. Et donc du coup, vous ajoutez des records dans une record queue, et une fois que c'est dans la queue, vous allez traiter les messages un à un, notamment les désérialiser un à un. Si, et seulement si cette désérialisation fail, vous allez appeler votre handler à la fin. Et vous êtes à la pointe ici. La seule raison pour laquelle le graphe continue, c'est parce que dans cet exemple, le handler que j'utilise est une instance de log and continue. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder notre appli qui est en train de tourner? Là, elle tourne en fait. On est nickel. On a notre application qui est up. Elle log beaucoup parce qu'elle voit des messages corrompus passer, mais elle ne s'arrête pas dessus. Et entre deux messages corrompus, je devrais avoir quelques, finalement, désérialisations qui sont correctes d'autres repas finalement qui ne me posaient pas problème. Ah, merci beaucoup. Je les ai pas logués. Très bien. Mais peu importe. Du coup, ce que je vais faire, c'est que le temps passe. Ça, je vais quand même le rapporter à la tooling team parce que je ne peux pas me permettre de perdre tous les desserts. On ne peut pas vivre une vie sans dessert. Et donc, du coup, l'équipe va aussi corriger le problème de désérialisation sur tout ce qui est le lunch, tout ce qui est repas. Moi, je sais que c'est corrigé. Maintenant, j'ai 100% confiance en eux. Je vais arrêter. Je vais retirer mon handler. Très bien. Donc, je vais aussi arrêter mon générateur. Et on va pouvoir continuer avec les slides. Un petit souci ici. Donc, on a vu du coup la notion d'handler, ce qui est la manière dont c'est pensé au sein même de Kafka Streams. Et les classes qui sont déjà à notre disposition, ça a été que de la conf. Mais on a vu beaucoup de logs. C'est un peu verbeux, c'est pas très pratique. Et surtout, il y a encore des pertes de données. Du coup, on va essayer d'aller plus loin. Ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir étendre les handlers et d'autres structures. Et j'aimerais aller vers d'autres techniques parce que je ne veux pas en fait que des producteurs corrompus m'imposent de loguer d'une manière ou d'une autre.
Kafka Streams est supposé penser pour être à massive scale, donc du coup je vais traiter beaucoup de données. Peu importe mon appender, que j'envoie des logs dans un fichier, dans une console ou même directement dans Kafka, si je log 10 fois la quantité de données qui m'arrive, ça peut être problématique pour mes applis. Et finalement, je vais me retrouver avec une appli qui part en fait en live et on va arriver sur le même résultat d'une appli qui plante. Du coup, on va continuer avec le Sentinel Value Pattern. Donc, toujours la même chose, l'appli elle marche bien, elle décode 2 structures. Maintenant, ce que je veux, c'est aller plus loin et décoder des drinks. Tous les gens qui viennent prendre un verre. Du coup, la structure drink, elle a exactement les mêmes choses. Hein. Elle est en food order et elle a un type qui fait référence à son type d'alcool. Du coup, mon customer, qu'il ait une bière sympa entre collègues ou une glace de champagne avec son patron, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux absolument savoir ce qu'il a acheté. Du coup, on va processer tout ça et je vais l'ajouter exactement comme je l'ai fait pour les autres structures. Du coup, même combat, du coup, ici, j'ajoute un prédicat qui va me checker si j'ai quelque chose à envoyer dans un flux drink. Et là, j'oublie pas de printer le tout. Hop. Et je processe à terme mes éléments. Très bien. Bon, je crois que vous me croyez sur parole que je saurais faire planter l'appli avec des messages corrompus. Passons à ce qu'on fait lorsque finalement on a un problème. L'idée ici, ça va être de travailler autrement et de rendre en fait le process de désérialisation safe, de faire en sorte qu'il ne puisse pas péter en fait, qu'il ne puisse pas lever d'exception. Notre process de désérialisation, c'est une fonction qui va finalement de G vers H. Hein. Il prend des messages pas désérialisés, il en fait des commandes concrètes. Et ça va être exactement comme en maths en fait. Lorsqu'on écrit une fonction sur papier en maths, à aucun moment je m'attends qu'elle pète en plein vol. Donc l'idée, ça va être de rendre ce process pur et en fait de projeter toutes les erreurs qui peuvent arriver, possibles, sur une sentinel value. C'est un principe qu'on connaît en programming, hein, c'est du développement simple. J'ai un élément de hash qui va représenter toutes mes erreurs. C'est un flag, c'est un nul en fait. Vous pouvez penser à JSON nul dans le cas de JSON ou none pour une option. Et donc du coup, je vais avoir cet élément qui, elle, ne représentera que des problèmes de désérialisation et après, je pourrais manipuler ces éléments dans mon flux. La question maintenant, c'est comment je fais ça avec les outils Kafka Streams. Cette fois, l'idée sera d'étendre un désérialiseur. Donc on n'est plus côté handler cette fois, mais côté désérialiseur. Et je vais essayer d'écrire mon propre désérialiseur, même si je ne suis pas dans l'équipe tooling. La première chose à faire, c'est de créer cette sentinel value. Du coup, je me crée un singleton constant dans mon appli qui est food order error. Il est en lui-même food error, parce que j'ai besoin que tout ça compile, et il faut que ce soit un élément de l'espace d'arrivée, comme on disait. Et ensuite, je vais réécrire le désérialiseur qui peut renvoyer des food order error. Maintenant, moi, mon problème, c'est que je ne connais pas le code de l'équipe tooling, et je ne veux surtout pas le connaître. Il doit être assez conséquent et assez pénible à réécrire. Par chance, cette technique, la manière la plus basique de l'implémenter, c'est d'étendre tout simplement leur code et d'en faire appel. Je vais tout simplement avoir un sentinel value désérializer qui est capable de faire le boulot de l'équipe tooling, qui va lui-même désérialiser en fait mes données. Je vais wrapper tout ça dans un try. Si le try est un succès, je renvoie la valeur. S'il ne l'est pas, je le remplace par ma sentinel value. Du coup, on s'y met. Je vous ai montré l'implème. On va juste l'utiliser. Je ne vais pas vous le recoder. Vous avez vu à quoi ça ressemble. On va utiliser ce nouveau désérialiseur maintenant. Du coup, je me mets ici. Et la partie que je vais remplacer, c'est celle-ci. J'ajoute mon CRD à moi. Et mon CRD à moi, il a une petite particularité, c'est qu'il peut aussi renvoyer des food order error. On va les traiter séparément pour les manipuler, il n'y a pas de raison. Et je vais les orienter dans un flux qui s'appelle lui aussi errors. On va différencier les erreurs des flux, des messages que je ne traite pas encore.
Et maintenant, je devrais être en mesure, a priori, de relancer mon appli et de générer des petites boissons. Bon, du coup, on peut en mettre plusieurs également, hein, ça marche. C'est légal. Et dans la vraie vie, c'est comme ça que ça arrive. Si je regarde du côté de mon appli, est-ce qu'elle elle tourne, elle recompile? C'est les joies du Scala. Et donc du coup, j'ai des éléments lunch, hein, tous ceux que j'ai envoyés un petit peu plus tôt. Si maintenant, et je vois que j'ai bien des éléments, des boissons, ça et là. Si, par souci de visibilité, je coupe mes flux ici, je regarde à nouveau mon appli, tout fonctionne, nickel, impeccable. J'ai mon appli qui tourne. Il y a quand même un truc qui me chagrine, je sais pas si vous... non, vous le voyez pas. Bon, en fait, c'est ça le problème, c'est que on voit pas les erreurs en fait. Soit on a que des clients qui consomment que du vin, et là on a peut-être intérêt à s'inquiéter pour notre clientèle. Soit en fait je continue à recevoir des messages corrompus et eh bien je les mets de côté. J'en fais rien en fait. Ils ont bon goût, hein, nos clients, vous remarquerez. Ils prennent de grosses bouteilles aussi. Ouais. Mais moi, j'aimerais quand même tirer avantage de ces erreurs. Je sais reconnaître les erreurs, je sais quand est-ce qu'elles passent. Je ne veux pas les laisser passer comme ça en silence. Du coup, ce que je vous propose en fait, parce que les envoyer dans un flux à part entière, ce serait un peu dommage d'avoir juste une file de messages avec marqué erreur, erreur, erreur sans précision. Souvenez-vous qu'on a fait une projection, j'ai perdu l'information. Moi, ce que j'aimerais, c'est au moins le monitorer. Du coup, je vais m'y mettre. Je vais déjà revenir à mes slides. Et vous, j'ai une petite slide qui a sauté. Je vais juste vous le montrer. Donc du coup, moi, ce que j'aimerais en fait, c'est monitorer mon application. Ce que j'aimerais, c'est monitorer mon application et ça va se faire grâce à ce qu'on appelle un processor en fait. En Kafka Stream, vous avez des structures qui sont un peu plus bas niveau, qui s'appellent processors et qui ont la possibilité d'avoir un processeur contexte. Ce n'est pas forcément la partie de l'API qui est la plus conseillée, c'est l'aspect bas niveau de l'API. Mais sur ce processeur contexte, en fait, ce que vous allez pouvoir, c'est rajouter vos métriques JMX à vous, personnelles, aux côtés des métriques classiques Kafka Streams. Du coup, ce que vous allez faire, c'est rajouter un nombre total d'erreurs que vous avez vu passer dans votre code, un ratio, et à chaque fois qu'un élément va traverser mon flux d'erreurs, eh bien, je vais topper cette métrique JMX, et ça va incrémenter mon rate, ça va incrémenter mon compte. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de l'utiliser. Je vais me positionner ici, et sur mon flux d'erreurs, je transforme toutes les valeurs. Comment s'appelait ma classe? Ma classe s'appelait foodordercrd. Et j'explique que finalement, toutes mes erreurs, je vais leur appliquer la transformation foodordercrd qui renvoie tout simplement unit en fait, mais qui va me topper des métriques JMX en plus. À terme, moi ce que je vais vouloir avoir, c'est quelque chose qui ressemble à ça, où aux côtés de mes métriques techniques, de finalement bitrate de mon flux et de nombre de messages par topic décodé, je vais avoir une métrique qui compte eh bien, en fait, le nombre de messages corrompus croisés par mon application depuis son uptime ou bien le ratio par seconde. Derrière, vous avez de l'alerting qui va bien. Ça, je vous laisse vous maîtriser, il n'y a pas de souci. Et vous avez des petits polls dans Slack quand finalement, eh ben, vous avez des producteurs qui se mettent à déconner. Typiquement, vous pouvez prévenir finalement une équipe à côté qui aurait réalisé un déploiement récent en leur disant bah, attention, peut-être qu'il y a un des producteurs parmi vous qui envoie des données corrompues.
du moins corrompu par rapport à ce qu'on est censé recevoir. Ok, du coup dans cette partie, l'idée c'était de voir l'aspect Sentinel Value et la manière dont on pouvait rendre tout ça safe et être sûr qu'on n'ait pas de problème. En plus de ça, je vous ai montré très brièvement comment rajouter vos métriques custom demain dans vos applications Kafka Streams. On continue avant de poursuivre. Encore l'équipe tooling fait son boulot. Ce sont vraiment des gens bien. Et surtout, ils prennent en compte mes demandes et ils réparent le deserializer. Maintenant, tous les drinks peuvent être décodés. Et puisque ça peut être décodé, moi je vais repartir sur mon ancien CRD. Purement dans une question de démo. Hein. Food order CRD. Voilà. Maintenant, je suis en mesure de relancer mon appli. Et je vais pouvoir avoir avec vous une toute dernière technique. Celle des dead letter queue, qui sera finalement la plus complète. Mon problème avec la technique précédente, c'est que j'avais une perte d'informations considérable. Qui des champagnes, bières ou bouteilles d'eau faisait finalement créer des erreurs de désérialisation? Je ne sais pas en fait. J'avais juste un nombre, j'aurais pu effectivement garder plus d'informations, je l'ai fait exprès, je fais Sentinel Value classique, mais là j'ai gardé juste un nombre et je n'ai pas gardé de métadonnées ou d'informations supplémentaires. La technique que je vais montrer, la dernière, dans le cadre de la désérialisation des dîners, dernière structure qu'on va voir, je vais essayer de l'appliquer. Du coup, même chose, une structure qui est en food order, et parmi ces dîners, il y a un aspect, je ne dis pas lequel, qui va faire planter tout le flux. L'idée, ça va être d'appliquer dead letter queue comme vous le connaissez en programming classique, c'est-à-dire que dead letter queue, je traite une collection d'informations et pour tous les éléments que je ne sais pas traiter, je vais les ajouter à une data structure de type FIFO, first in, first out, de manière à, quand j'ai le temps, aller retraiter dans l'ordre les messages qui m'ont posé problème. Jusque-là, classique, programming. Mais maintenant, comment on fait ça avec Kafka et Kafka Streams? L'idée, ça va être simple, c'est que cette letter queue va être un topic Kafka en lui-même. Maintenant, comment j'envoie mes messages corrompus dans ce topic? Je vais essayer de vous montrer le code qui va faire ça. On retrouve notre copain de tout à l'heure, l'exception handler. Donc on va avoir un handler et on va s'appuyer sur sa méthode handle. Donc on a vu quand est-ce qu'elle était appelée. Elle est appelée en cas de problème de désérialisation d'un message. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Kafka Streams, dans le handle, ce qu'on va dire, c'est que, écoute, moi je m'en occupe, je vais mettre ce message que tu m'as envoyé dans un record que je vais renvoyer dans un autre topic. Et on verra ça plus tard. Et en attendant, surtout, tu continues à traiter les informations. Donc, mon handler a son propre producer ici. Il va falloir que je le déclare en haut. Du coup, je l'instancie avec un nom de topic et un producer pour pouvoir appliquer cette mécanique. Et ils seront eux-mêmes configurés grâce à l'API configurable, je vous montrerai comment elle fonctionne, de Kafka Streams. Ici, j'ai encore plein d'informations à passer à ce producer parce que c'est un producteur Kafka qui sera décorrélé de tout mon cycle de processing. Il faut le voir comme un producteur indépendant. Il doit être configuré, réglé, tuné entièrement. Mais en plus de ça, je ne vais pas me contenter de renvoyer la donnée telle qu'elle corrompue pour analyse. Je vais vouloir aussi lui ajouter des métadonnées. Des petites informations qui vont me permettre de avoir un petit peu plus d'analyse. Première chose que je vais faire typiquement, c'est essayer d'avoir le processing time. Ça s'est passé quand exactement? J'ai eu un problème et je l'ai eu quand? Ensuite, essayer d'extraire déjà le message d'erreur de la stack trace. Peut être parlant. J'ai fait exprès d'en avoir des pas parlants pour la démo, mais il pourrait être parlant. Et enfin, est-ce que je sais extraire des portions? Alors certes, je ne sais pas désérialiser dans sa totalité, j'ai une exception, mais ça va revenir. Mais est-ce que je peux extraire des portions de mon message et en avoir finalement des informations? Si je suis en mesure finalement d'extraire des petites choses comme ça, je pourrais avoir des indices sur finalement les catégories, les typologies ou même la provenance, le producteur qui m'envoie ces données corrompues. Du coup, je vous montre extension d'handler avec en bonus la manière de rajouter des headers qui ne seront pas dans la clé ou la valeur de Kafka, mais qui seront présents lorsque vous allez reprocesser votre donnée.
Maintenant, cette structure, on l'a vu, on l'utilise. Et ça va être la dernière étape. Donc, encore une fois, exactement la même chose. Je vérifie isInstance of dinner. J'ai un flux, un ultime keystream qui s'appelle dinner. Et je vais le processer. Comme vous l'avez vu jusqu'à maintenant, je ne vais même pas m'embêter. C'est honteux. Hop. J'oublie pas de printer mes éléments. Et je devrais être en mesure de relancer le tout. Pendant que ça tourne, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais générer des dîners. Et je vais en profiter pour vous montrer un petit autre chose, qui est le Control Center. Donc, mon Control Center ici, que j'ai lancé, donc c'est l'interface qui est proposée par Confluent, la boîte qui, une des premières boîtes qui repackage Kafka. Et elle me propose une interface un petit peu pour monitorer et gérer tout ce qui se passe autour de Kafka. Ce que je voudrais vous montrer, c'est finalement l'importance d'avoir décodé et sérialisé correctement mes messages. Si je clique sur un de mes flux, ce que je vais avoir, c'est un schéma entier, complet, qui en fait représente la structure d'un petit déj. Ici, avec les différentes valeurs que je peux prendre, et même un petit peu de doc, ça et là. Du coup, je vais pouvoir supporter des évolutions de schéma, et ça va plus être une galère finalement lorsque finalement une appli fait évoluer son schéma, ou je fais finalement éteindre tout le monde, campagne de mail pendant 3 semaines pour une évolution de schéma. Ça, c'est tout simplement un appel au schéma registry qui me rend en fait le schéma que j'ai apposé sur un topic. Tous les producteurs qui vont publier des petits déjeuners à partir de maintenant vont checker leur compatibilité avec ce schéma. Continuons. Maintenant, si je regarde, oui, j'ai oublié quelque chose de très important. J'ai oublié de vous montrer, et donc du coup, normalement, je devrais misérablement échouer. J'ai oublié de vous montrer comment... Je vous ai dit que j'avais des producteurs internes. Je vous ai oublié de vous montrer comment on les configure. Eh bien, en fait, cette map-là est forwardée à toutes les instances qui étant configurable et qui ont cette méthode configure. Je vais donc propager des configurations à travers cette map, et en indiquant le désérialiseur qui va bien, donc c'est-à-dire le mien, celui que j'ai moi-même étendu. Lorsque Kafka Streams va instancier cette classe, elle va lui passer l'ensemble de la map. Je préfixe donc tout par deadletterq. Et dans configure, bien tout simplement, je prends tout ce qui a le namespace deadletterq et j'indique au handler que tout ça, ça le concerne. Et il va se configurer en fonction. Très bien. Donc du coup, je vous mets juste un aperçu du coup de la totalité. On est arrivé à quelque chose comme ça finalement. Construction d'un builder, séparation de mes flux, un process de décodage. Là, ils sont directement désérialisés en objet food order, en commande de petit déjeuner, et envoi dans un topic. Maintenant, est-ce que, voilà, je traite des messages. J'ai donc du coup des noms de plats en tout genre, et encore une fois, ce sont des gens qui se mettent bien, nos clients. Notez que je gère des zones différentes maintenant, et je décode bien, il y a bien un décalage horaire a priori, en fonction qu'on soit en ITC-2 ou ITC-3, je gère tout ça. Maintenant, si on regarde à nouveau sur mon tout ce qui est deadletterq, je devrais avoir des petits messages ici. Voilà. Et je peux commencer à analyser. Alors, j'ai une partie de mes frames qui se trouve être du texte, mais j'ai aussi des bytes que je ne peux pas totalement décoder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les headers que j'ai essayé de stocker. Donc, j'ai effectivement un temps qui m'est donné,
et d'autres informations que je vais pouvoir essayer d'analyser pour trouver l'erreur. Petit à petit, je vais me rendre compte de certaines zones, de certaines choses, notamment cet identifiant qui va revenir tout le temps, AET. Et je découvre après qu'en fait, c'est une time zone, tout simplement Australie-Sydney, que je n'avais pas pris en compte. J'ai des collègues jusque là-bas et je le découvre. J'ai un prochain tips pour l'équipe tooling. Ça va leur faire du boulot, mais ils vont devoir encore à nouveau finalement corriger mon deserializer. Et je peux, du coup, grâce à mes métadonnées, investiguer, comme je vous l'ai montré au début, avec mes petits déjeuners, vous savez, sur les frames que j'avais. Voilà qui complète finalement la dernière méthode que je voulais montrer sur les dead letter queues et le traitement finalement des données corrompues. Après, j'ai utilisé le control center, qui est du monitoring assez léger, c'est pas forcément fait pour ça. Si vous voulez investiguer sur de plus longtemps, vous pouvez tout simplement déverser la donnée dans tout ce qui va être de l'élastique pour de la recherche et appliquer exactement les mêmes méthodes. On arrive à la fin. Le petit point de détail important sur les dead letter queues, c'est que ce producteur qui est à l'intérieur échappe aux garanties de processing de votre application Kafka Streams. Donc quand vous configurez votre API Kafka Streams pour avoir de l'exactly once ou du at least once, ce producteur, lui, n'est pas concerné. Attention à bien le tuner. En dehors de ça, ça a été la technique la plus complète finalement pour gérer ces problèmes de désérialisation et commencer à les prendre en compte et à finalement itérer sur la donnée pour avoir une meilleure compréhension sans avoir pour autant de perte de données. Demain, mon topic de dead letter queue, parce que j'ai envoyé les messages tels quels, du moins les valeurs et les clés, je peux repasser dessus avec la même appli quand je sais les comprendre, les messages. En conclusion, finalement, on a vu pourquoi en fait Kafka et Kafka Streams souffraient de ce problème. C'est finalement une gestion de tout ce qui va être type, schéma et finalement la structure de mes données qui est décentralisée, qui est de l'ordre du client. Et c'est ça qu'on aime finalement. Du coup, l'une des premières solutions, utiliser schéma registry et Avro pour avoir quelque chose de structuré, mais ça ne fait pas tout le travail. Si demain, vous vous faites face finalement à ce genre de problème de poison pill, ce que j'espère, c'est que vous pourrez revenir vers cette démonstration et appliquer des techniques qui vous permettront de gérer finalement ces erreurs avec la manière la plus appropriée par rapport à votre projet. On a vu deux très importantes qui peuvent vous être utiles, tout ce qui est dead letter queue et sentinel value. Du coup, d'une part, ce que j'espère, c'est que si vous bossez déjà avec ces outils, avec Kafka ou avec Kafka Streams, que vous pourrez checker en fait si vous n'êtes pas susceptible d'être atteint par ces problèmes. Et si vous ne le faites pas encore, j'espère que la presse vous aura motivé en fait à vous y mettre. Je vous laisse des liens. Tout le code que je vous ai montré aujourd'hui, il est sur Internet. Et pour avoir suivi du coup cette présentation jusqu'au bout, je vous dis merci.